Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. La Fédération Spirit française, en collaboration avec le mouvement Spirit francophone, a le plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui sera la première d'une série proposée à ce format en direct et qui abordera différents thèmes chaque mois. Ces thèmes sont d'ailleurs ouverts à suggestions, n'hésitez pas à nous en proposer. Aujourd'hui, Charles Kempf, qui milite depuis 1990 dans le mouvement Spirit, et est entre autres président de la Fédération Spirit française, va nous parler d'actualité au regard de la philosophie Spirit, puisque le thème de ce soir s'intitule Covid-19 vers un monde meilleur. Cette conférence est diffusée sur la page Facebook de la Fédération, ainsi que sur la chaîne YouTube du mouvement Spirit francophone Regard Spirit. Vous avez la possibilité de commenter et de poser vos questions sur l'un ou l'autre. Charles se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la conférence. Bonsoir Charles. Bonsoir Romain, merci beaucoup pour ta présence, merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir aussi à toutes les personnes qui suivent la conférence en direct là sur la chaîne YouTube Regard Spirit ou sur le site Facebook de la Fédération Spirit française. C'est un grand plaisir de pouvoir avoir cette occasion, malgré le confinement, malgré toutes les difficultés. C'est la première conférence que nous donnons dans ce style et ce sera probablement pas la dernière. Hein. Donc, selon l'acceptation, nous allons développer d'autres thèmes, comme l'a dit Romain. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc du Covid, évolution vers un monde meilleur. Alors, c'est un sujet effectivement d'actualité. Hein. Dans ces périodes de crise, on a tous besoin de sérénité, on a tous besoin de se connecter, je dirais, avec les guides spirituels hein, pour demander l'inspiration, parce que ce sont des périodes très actives, des périodes où il y a beaucoup de sollicitations, des périodes où il faut rester particulièrement vigilant et aussi exercer le discernement pour pas tomber dans les multiples pièges qui sont tendus. Voilà. Alors, nous faisons cette conférence en collaboration avec le mouvement Spirit francophone, donc qui fédère toutes les fédérations et puis des groupes ainsi que des personnes isolées qui sont spirit et qui habitent dans des pays francophones. Et donc le grand avantage, c'est justement de pouvoir chercher les synergies et unir nos efforts dans ce sens. Voilà. Alors, le Covid, évolution vers un monde meilleur. Donc, tout le monde en a entendu parler. Hein, ça a commencé en janvier cette année, même si le premier cas officiel a eu lieu à Wuhan, en Chine, hein, le 1er décembre 2019. Le nom officiel qu'on lui a donné à ce virus à l'époque, donc c'est 2019 nCoV, comme vous pouvez le voir. Et donc, il y a eu très vite une croissance exceptionnelle. Hein. D'abord, bon, il y a quelques cas antérieurs qui avaient été suspectés à Colmar. Hein, donc, des analyses qui ont été faites sur des radiographies des poumons de certains patients montrent que il y avait tous les symptômes, ou du moins ce qui apparaissait clairement sur ces radiographies, sur certains patients, dès le mois de même novembre, avant le mois de décembre. Donc, il est possible que ce virus, il ait commencé un peu avant le 1er décembre, avant qu'il n'ait été déclaré officiellement. Et donc là, vous voyez sur cette courbe l'évolution pandémique, hein, exponentielle et mondiale de ce virus. Donc, ne vous y trompez pas, hein, c'est l'échelle verticale, elle est logarithmique. Hein. Donc, vous voyez que quand ça monte suivant une droite, ben, ça veut dire que la croissance est exponentielle. Hein. Et donc, vous avez en très plein, en bleu, le nombre de décès, et en rouge, non, le nombre de cas, et en rouge, le nombre de décès. Donc, les traits pleins, c'est la Chine,
et les traits pointillés, c'est le reste du monde. Donc vous voyez que très vite, ça a bien commencé en Chine et que ensuite, aujourd'hui, ça s'est élargi dans le monde entier. Vous voyez une image de ce petit virus, hein. Donc sa taille se chiffre en nanomètres et donc c'est ce petit organisme, ce petit virus qui nous cause toutes ces difficultés aujourd'hui. Alors quelles ont été les conséquences de ce Covid? C'est une situation inédite, hein. Il n'y a jamais eu d'équivalent, du moins dans les temps modernes. Il y a eu bien sûr beaucoup de virus, beaucoup de pandémies, notamment la grippe espagnole. Donc c'était en 1918, c'est-à-dire il y a maintenant plus d'un siècle. Il y a eu aussi des épidémies de choléra, de peste, qui heureusement aujourd'hui ont disparu, hein, puisque avec les mesures d'hygiène et de prévention, on a réussi à les faire partir. Par contre, ce virus, qui est un virus nouveau, inconnu, on connaissait pas bien son comportement, les modes de transmission, bon, tout ça, ça a fait l'objet d'études. Aujourd'hui, on le connaît un petit peu mieux. Et donc, dès le mois de janvier, il y a eu des mesures strictes de confinement en Chine. Donc, vous voyez la photo avec les rues habituellement bondées et donc où il y a personne, et puis des barrières qui ont été posées pour physiquement empêcher la circulation des personnes et essayer comme ça de freiner la circulation du virus. En janvier aussi, il y a eu 2 navires de croisière dans lesquels ont été découverts des cas et qui se sont retrouvés bloqués en quarantaine, hein, un au Japon et puis un deuxième aussi. En février, le mois suivant, donc il y a eu une augmentation très forte du nombre de cas hors de Chine. Les frontières avec la Chine ont été assez rapidement fermées, les vols intercontinentaux aussi. Malgré cela, le virus s'est quand même développé dans le reste du monde. Et le 11 mars 2020, donc vous voyez à chaque fois un mois qui s'est passé, le virus a été classé en pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc en mars 2020, il y a eu des mesures confinement aussi qui ont été prises dans beaucoup d'autres pays, dont le nôtre, hein, la France, la Belgique et les autres pays francophones et du monde. Les frontières ont été fermées. Il y a eu un krach boursier, hein, l'anticipation des problèmes économiques qu'allait poser l'arrêt de toutes ces activités. Il y a eu une chute des cours du pétrole, hein, notamment vous avez, je pense, tous vu que le baril avait un prix à un moment donné négatif, hein, c'était là aussi du jamais vu. Et il y a eu une annulation de toutes les manifestations culturelles et sportives qui réunissent beaucoup de monde. Donc c'était vraiment quelque chose d'inédit, c'est quelque chose, en France on a parlé, le président a parlé de guerre, dans d'autres pays ils ont eu des mots un peu plus doux, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu, hein. C'est quelque chose de nouveau et donc tout le monde a été pris de surprise par ce phénomène de pandémie, même si plusieurs scientifiques avaient déjà tiré les sonnettes d'alarme en disant attention, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir quelles ont été les réactions. Là, vous avez vu les faits. Quelles ont été les réactions? Alors, il y a eu beaucoup de réactions. Je vais commencer par des réactions qui sont plutôt, entre guillemets, négatives. Donc, il y a eu une panique, une ruée dans les supermarchés. Et donc, vous voyez la petite image là, c'est du portugais, mais qui dit l'égoïsme tue plus que le virus. Donc, il y a eu par exemple des rumeurs comme quoi il allait y avoir une pénurie de papier WC, et puis le lendemain il y avait plus de papier WC dans les rayons, hein. C'est juste un exemple. Alors je vous dis pas les nouilles, enfin bon, tout le monde a vu ça, hein. Et cette situation de panique, bon, je le considère comme plutôt quelque chose de négatif parce que vous voyez sur l'image que le pauvre petit vieux qui a pas les mêmes moyens, il se retrouve en fait exclu, hein. Le paquet de nouilles que beaucoup de gens ont pris en trop, c'était quelque chose que le petit vieux, il n'a pas eu et il a été obligé de se débrouiller avec ce qui reste. Il y a eu après beaucoup d'accusations, hein. C'est un virus chinois. Il y a eu des contestations. On n'est pas d'accord avec le confinement. Il y a même eu des révoltes dans certains endroits. Et il y a eu et il y a toujours énormément de polémiques, hein. Ça a vraiment alimenté la presse. Tout ça, ce sont des réactions, comme vous pouvez le voir, qui sont un peu agressives ou disons opportunistes pour le moins, quoi. Il y a même eu des instabilités sociales parce que euh, le
comment dire, l'arrêt de l'activité économique a fait que, il y a des personnes qui vivaient un peu au jour le jour, qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenus, sans moyens de subsistance. Donc c'était vraiment des situations délicates qui ont créé ces instabilités sociales. Et il y a aussi eu une dure réalité dans les EHPAD. Alors, je suis malheureusement assez bien placé pour le savoir, puisque ma maman, qui était dans un EHPAD, eh ben, elle est décédée. Alors, c'était juste avant le 1er mars, juste avant le Covid, mais disons, elle est décédée de tous les symptômes du Covid déjà à l'époque. Et donc, elle a encore eu, elle, l'occasion de pouvoir aller aux urgences, hein, et on a aussi pu lui organiser un enterrement digne de ce nom. Mais la semaine d'après, c'était fini, quoi. C'était plus possible. Donc, en gros, elle est partie juste avant, hein. C'est certainement ce qu'elle avait désiré de partir juste avant. Mais cela dit, après, la réalité dans les EHPAD est très difficile. Les personnes au-dessus de 80 ans n'avaient pas droit aux urgences et encore moins à la réanimation, et donc étaient un petit peu livrées à elles-mêmes avec des soins limités que pouvait quand même leur prodiguer l'EHPAD. Et voire même au début du comptage des personnes décédées, les EHPAD n'y étaient même pas inclus. Et quand ils ont inclus les EHPAD, brutalement, ça faisait presque 30 ou 40% de décédés en plus. Donc, c'est là où on voit que, voilà, au niveau de la prévention dans les EHPAD, il y a aussi beaucoup de choses à faire, justement pour protéger nos seniors. Alors, je continue. Il y a eu d'autres réactions. Donc, vous voyez, j'ai une petite image aussi qui illustre des gens qui se promènent avec des masques, qui en avaient, les autres, ils en avaient pas. Et puis, donc, vous voyez ce que chacun pense. Donc, ça a créé un petit peu des tensions de partout, hein. Les activités économiques ont été arrêtées brutalement, hein. Donc, tout ce qui est spectacle, tout ce qui est restauration, boîte de nuit ou autre, ça s'est arrêté brutalement. Et il y a eu un rebond du chômage qu'on est à peine en train de mesurer maintenant. Il y a eu aussi une grande diffusion d'informations erronées ou contradictoires, voire relevant de la théorie du complot. Euh, on entendait, enfin, on entend d'ailleurs toujours tout et son contraire, hein. Et donc, pour ça, là, c'est ce que je vous disais au départ, ça nous demande vraiment d'avoir du discernement pour essayer de trier le vrai du faux. Bon, comme on n'est pas tous spécialistes dans tous les domaines, c'est parfois difficile, mais en tout cas, ça requiert une grande vigilance. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a eu très vite des positions assez tranchées dans un sens ou dans l'autre. Et ces positions tranchées apportent plutôt des divisions que la solidarité et l'union qui est nécessaire dans ce genre de situation. Voilà. Et il y a eu aussi ce que j'appelle ici une course au remède miracle, hein. Il y a eu certaines pistes qui ont été annoncées, hein, par des gens très compétents un peu partout. Et on voyait des queues qui faisaient des kilomètres dans les rues par exemple, de Marseille. Des personnes qui, en plein confinement, ont réussi à aller de Paris jusqu'à Marseille pour aller chercher ce médicament. Enfin bon, voilà. Devant le phénomène de panique que ça a causé, hein, on a observé aussi ce genre de réaction. Alors, je continue. Pour les réactions un peu plus positives, pour le coup, donc là, chapeau, hein, il y a une mobilisation sans précédent du personnel soignant et des autres métiers essentiels. On a vu là des gens par exemple les chauffeurs, le personnel du service des ordures, enfin il y a quand même l'électricité, le gaz, beaucoup de services essentiels qui ont continué. Des gens qui au début sans masque, sans équipement, sans savoir, sans vraiment connaître les risques qu'ils prenaient, sans hésiter, on continue à travailler. Il y a même eu des actions héroïques, hein, des médecins qui étaient retraités, qui ont repris du service, donc au risque de leur vie pour aider, hein, qui ont attrapé le Covid et qui en sont morts. Il y a eu quelques cas. Donc là, on est vraiment dans l'héroïsme. Vous pouvez voir aussi sur ces photos donc la grande solidarité qu'il y a encore tous les jours, hein, aujourd'hui, à 8 heures, les personnes qui applaudissent le personnel soignant, et au-dessus la photo avec le personnel soignant qui remercie. Voilà. Euh, il y a aussi une grande collaboration pour les recherches médicales. Alors,
là aussi, il y a pas mal de polémiques. Il y a des études qui sont parfois un peu contradictoires. Il y en a qui prétendent que certaines sont biaisées ou influencées. Bon, tout ça, c'est bien sûr possible, mais on a quand même vu beaucoup de données circuler, même si on n'est pas sûr que la transparence était totale. Il y a quand même eu pas mal de transparence. Il y a eu, moi qui habite ici à 30 km de Mulhouse, on était vraiment dans l'épicentre. Et ben j'ai vu les urgences et puis les services de réanimation saturés et des malades qui ont été accueillis en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg pour pouvoir être soignés. Voilà. Il y a aussi des plans de prévention qui ont été mis en place. Bon, ça n'a pas été coordonné 100%, notamment en Europe, mais il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été réalisées dans ce sens. Il y a des grands élans de solidarité et de reconnaissance, hein, comme je vous l'ai dit. Les sans-abri, par exemple, ben ils étaient dehors, alors il fallait s'héberger, il fallait rester chez soi. Ben beaucoup de sans-abri en fait ont été hébergés pendant le temps du confinement. Donc au lieu d'être dans la rue, ben ils étaient dans ces centres d'hébergement. Et certains, c'est des nouvelles qu'on voit peu, hein, malheureusement, ben en ont profité. Ils ont pu être sevrés par l'alcool. Il y a des gens qui ont vraiment pu s'en occuper et ça leur a fait vraiment le plus grand bien. Voilà. Et ça va les aider certainement à sortir de cette situation et à reprendre une activité digne. Il y a eu aussi autre chose, donc c'est un éveil des consciences. Beaucoup de gens se sont dit, punaise, là, c'est un virus, il attrape tout le monde dans tous les pays, personne n'est épargné, quelle que soit l'ethnie, quel que soit, je dirais, riche ou pauvre, ça menace vraiment tout le monde. Beaucoup de gens ont pris aussi le temps de réfléchir, le temps de faire cette introspection, le temps d'analyser, le temps de s'écouter un petit peu, de réduire le stress du quotidien au niveau du travail et tout ça, et aussi d'apprécier les choses simples, hein, parce qu'en confinement, bon, ben on limite, on fait vraiment comme on peut, ce qu'on peut, et on finit par se satisfaire ben, du petit coin de balcon, de la fenêtre avec la vue. On redécouvre un peu les choses simples. Voilà. Donc ça, ce sont les réactions positives qu'il y a eu. Donc, si on continue, alors voilà, il y a eu aussi un calme, un silence, hein, pas une voiture dans les rues. C'était vraiment par rapport au bruit ambiant quotidien dans les jours de grandes activités. Hein. Et il y a eu, comment dire, ben le retour des dauphins. Alors, je ne sais pas s'ils étaient allés jusqu'à Venise, mais enfin, clairement, les dauphins se sont rapprochés des ports, alors que ça fait très longtemps qu'ils y allaient pas. Et vous voyez la petite image de la Terre qui remercie le virus, hein, merci pour la pause, je n'en pouvais plus. Et le virus qui est un peu sceptique en disant, est-ce que tu crois qu'ils ont compris? Voilà. Donc, on a effectivement eu ces derniers mois un ciel bleu sans pollution, sans avoir ces fumées un peu rousses comme ça, des oxydes d'azote, ou voir toutes ces traînées de tous ces multiples avions qui passent dans le ciel. C'était vraiment une nature comme ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Hein. Il y a même eu du gibier qui est des cerfs qu'on voyait en pleine ville, en plein jour. C'était la nature a un petit peu quelque part repris ses droits. Voilà. Donc ça fait partie aussi des conséquences positives. Alors la question c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà les spirites, comment est-ce qu'ils ont fait face à cet épisode? Ben déjà, bon, le gouvernement dicte des règles, le spirit se doit de respecter les lois de son pays, et donc ben, rester confiné, mais rester confiné pour quoi faire? Pas pour rien faire. Et donc on a relancé une campagne qu'on avait déjà il y a un certain temps. Donc vous voyez ce petit macaron. Donc on avait fait ce macaron donc avec le message Keep calm and read Kardec. Donc pas de panique et profitez-en pour vous instruire, pour lire des choses. Hein. Et alors, la lecture de Kardec, ça m'introduit justement à l'œuvre de ce de ce Français qui est encore méconnu, donc qui, il y a 163 ans maintenant, a publié pour la première fois un livre qui s'appelle Le Livre des Esprits. Vous voyez là la couverture de la première édition qui avait 500 questions et réponses, et la couverture de l'édition, la dernière édition du Temps de vivant de Kardec qui est reproduit aujourd'hui avec 1019 questions-réponses. Et on va voir un petit peu ce livre, hein, après ce retour en arrière de 163 ans par rapport au Covid,
Qu'est-ce que ce livre peut nous apporter? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter justement pour faire face à cet épisode? Alors, je mets ici que c'était un livre révolutionnaire, effectivement, parce que c'est le premier, Alan Kardec était vraiment le premier à traiter des questions spiritualistes, donc l'existence de l'âme, Dieu, les anges gardiens, la réincarnation, toutes ces questions, mais la médiumnité, mais avec une méthode scientifique, c'est-à-dire avec une observation, avec le raisonnement, et donc pas du tout d'un mouvement dogmatique dans le sens des dogmes religieux. À l'époque, il y a eu quelques précurseurs quand même de Kardec. Le livre, c'est 1857, mais au début, enfin, ça a commencé après la Révolution française, il y a eu un mouvement de spiritualisme rationnel. Et à l'époque, la philosophie, la science ou la psychologie, par exemple, étaient spiritualistes. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup sont matérialistes. Et surtout dans la psychologie se base quand même assez fortement sur un paradigme matérialiste. À l'époque, c'était pas le cas, c'était spiritualiste. Et il procédait par l'introspection, essentiellement. Et ce que Alan Kardec a apporté, donc par l'observation des phénomènes qui se multipliaient à l'époque, les premiers phénomènes médiumniques, il y avait d'abord les tables tournantes, il y avait les poltergeists, les coups frappés dans les maisons. Il y a eu ensuite les communications des esprits, avec les corbeilles, et ensuite aussi la psychographie, donc par l'intermédiaire des médiums. Et c'est en observant ces phénomènes-là que Kardec a pu poser, a pu observer, donc se rendre compte de l'existence des esprits, de la survie de l'individualité après la mort, de la communicabilité, et donc poser des questions et des réponses. Et c'est ça que contient ce livre des esprits. Les questions étaient posées par Kardec ou par d'autres personnes des groupes qui travaillaient à l'époque, et toutes les réponses qui sont dans le livre ont été données par les esprits. Donc, c'est pas une conception personnelle d'Alan Kardec, mais ce sont les réponses que les esprits ont données aux différentes questions qui étaient posées. C'est pour ça qu'il a appelé le livre des esprits. Voilà. Et donc, on va voir quelques exemples de questions et de réponses qui étaient posées dans ce livre. Alors, avant cela, je présente également les quatre autres ouvrages principaux que Alan Kardec a écrits. Donc, en plus du livre des esprits, il y a eu le livre des médiums qui parlait plus spécifiquement des aspects scientifiques et pratiques. Il y a eu l'Évangile selon le spiritisme où on voit la comparaison de quelle est la morale qu'enseignent les esprits comparée avec la morale chrétienne qu'il y avait dans les évangiles. Il y a eu le ciel et l'enfer, donc qui contient deux parties. La première partie, c'est pour mettre de l'ordre, comme je dis, dans toutes ces questions du ciel, de l'enfer, les anges déchus, le démon, toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens, qu'est-ce qui correspond vraiment à quoi? Et le dernier, et donc la deuxième partie du ciel et l'enfer, vous avez toute une collection de communications d'esprit qui viennent dire ce qu'ils sont devenus après la mort en fonction de ce qu'ils ont fait pendant leur vie avant la mort. Donc, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est là qu'on peut voir presque directement par des témoignages quasi directs, donc la loi de cause à effet. En fonction de ce qu'on fait, qu'est-ce qui arrive quand le jour où on meurt. Ces livres-là sont libres de droit de Kardec. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site de l'Encyclopédie Spirit. Donc, vous avez l'adresse là, www.spiritisme.net. Et si vous préférez les avoir imprimés, vous pouvez aussi les acheter sur le deuxième site qui est indiqué, donc assokardec.fr. C'est l'achat possible en ligne. Alors, caractéristique d'Alan Kardec, il ne s'est pas limité à démontrer de façon répétitive l'authenticité du phénomène en essayant de convaincre les incrédules. Ça, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui dans certains mouvements parapsychologiques. Donc, il y a toujours encore des expériences pour démontrer que la télépathie, ça fonctionne, etc. Bon, Kardec, à l'époque, il avait vu le phénomène, il l'avait observé, il avait vu qu'il n'y avait pas de triche, il avait évalué toutes les personnes qui y participaient, que personne n'avait intérêt à tricher. Et donc, voilà, il s'est assez rapidement convaincu du phénomène, et donc il est allé plus loin, et il a continué, et il en a tiré les conclusions philosophiques et morales. Conclusion philosophique, ok, l'esprit existe, maintenant d'où il vient, où il va, quel est le sens de la vie, etc. Toutes ces questions philosophiques ont trouvé des réponses par cette observation et par les questions-réponses aux esprits. Et aussi les conséquences morales. Oui, mais qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal?
On y reviendra un peu plus tard. Et ça a donné une forte cohérence entre les aspects scientifiques, philosophiques et éthico-moraux du spiritisme. Vous voyez, c'est donc une méthodologie scientifique dont il a tiré les conséquences philosophiques et les conséquences éthico-morales. Voilà. Alors, qu'est-ce que le spiritisme prouve? Là, je vous fais un résumé en 4 points, donc très court. L'existence de l'âme ou d'un principe organisateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un tas de molécules. L'esprit, c'est pas une création, une sécrétion du cerveau, le résultat de réactions biochimiques, mais il est indépendant du corps. Voilà, l'âme est indépendante du corps et c'est elle qui est le principe organisateur du corps. Ensuite, la survie de l'âme et de la personnalité après la mort. Donc, quand quelqu'un meurt, son âme ainsi que sa personnalité survivent. Le troisième, c'est la préexistence de l'âme avant la naissance. Donc, elle existait avant, donc elle se réincarne. Donc, les esprits sont venus expliquer cette loi de la réincarnation, qui philosophiquement a un sens très très fort et qui explique aussi l'évolution. Quel est le but de la vie? C'est l'évolution. Donc ça, c'est un point fondamental. On y reviendra un peu plus tard. Et le quatrième, donc, c'était la communicabilité des âmes des défunts avec les vivants par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la médiumnité. Alors, tout ça, c'est donc une méthode rationnelle du raisonnement logique, le bon sens, la raison, le raisonnement scientifique, le raisonnement philosophique. Et c'est Léon Denis qui illustrait ça en disant « Croire aujourd'hui ne suffit plus. On veut savoir. Aucune conception philosophique ou morale n'a de chance de succès si elle ne s'appuie sur une démonstration à la fois logique, mathématique et positive, et si, en outre, elle n'est couronnée par une sanction qui satisfasse tous nos instincts de justice. » Et la philosophie spirit, elle répond vraiment à tous ces critères. Hein, le spiritisme enseigne, il n'impose rien. Il n'y a pas de dogme au sens dogme religieux dans le spiritisme. Tout est écrit noir sur blanc, il n'y a pas d'enseignement caché et les personnes sont là. Chacun qui veut avoir accès à ces informations peut y avoir accès, les analyser et ensuite il est libre d'y croire ou de ne pas y croire. Voyez, il n'y a aucun prosélytisme, rien. C'est juste quelque chose qui est offert, qui est soumis à la réflexion, c'est ce que je fais aussi aujourd'hui, mais surtout pas, il n'y a absolument rien d'imposé et il y a encore moins de hiérarchie sacerdotale comme ce qu'on peut voir dans les mouvements religieux traditionnels. Donc le spiritisme n'est pas une religion dans ce sens des mouvements religieux traditionnels. Et donc, ce qu'apporte le spiritisme, c'est ça. Quel est le but de la vie? Est-ce qu'on est là uniquement pour le métro boulot dodo, pour le train-train, pour en profiter un maximum? Quel est le but de la vie? Là, on a vraiment maintenant, la philosophie spirit donne vraiment une vision claire à ce sens de la vie, donc qui est l'évolution de l'esprit, évolution à la fois intellectuelle que morale. Voilà. Alors, je vais vous citer maintenant des exemples du livre des esprits. Donc, on parle de pandémie, on parle du Covid. Dans le livre troisième du livre des esprits, qui s'appelle des lois morales, il y a le chapitre 6 qui s'appelle la loi de destruction et un sous-chapitre qui s'appelle les fléaux destructeurs. Donc, on est vraiment dans ce sujet. Donc, les fléaux destructeurs, c'est les tremblements de terre, c'est les tsunamis, mais ce sont aussi les épidémies et il y en avait beaucoup à l'époque. Donc, Kardec qui se posait cette question, il a demandé, dans la question 737, dans quel but Dieu frappe-t-il l'humanité par des fléaux destructeurs? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il y a des tsunamis, des tremblements de terre qui tuent beaucoup de personnes? Réponse des esprits, c'est pour leur faire avancer plus vite, l'humanité. N'avons-nous pas dit que la destruction est nécessaire à la régénération morale des esprits qui puisent dans chaque nouvelle existence un nouveau degré de perfection? Il faut voir la fin pour en apprécier les résultats. Vous voyez, là, c'est la loi de réincarnation, c'est-à-dire on meurt, l'esprit survit, et au bout d'un certain temps, quand il le souhaite, il se réincarne dans un nouveau corps. Donc en fait, on démythifie la mort. La mort n'est pas la fin du tout. Au contraire, c'est juste une transformation. C'est l'esprit qui se libère de son corps physique. Et pas de façon... il aura l'occasion après d'y revenir par la réincarnation. Donc, on a déjà une vision beaucoup moins négative de la mort, et donc ça fait aussi disparaître
la peur de la mort et toutes ces réactions de panique qu'on a vues au début de cette présentation. Donc il continue en disant, vous ne les jugez, donc ces fléaux, qu'à votre point de vue personnel et vous les appelez fléaux à cause du préjudice, entre guillemets matériel, qu'ils vous occasionnent. Mais ces bouleversements sont souvent nécessaires pour faire arriver plus promptement un ordre de choses meilleur et en quelques minutes ce qui eût exigé bien des siècles. Et c'est là où on voit, on comprend justement la fin, comme il dit, pour en apprécier les résultats. Et effectivement, toutes les réactions positives que j'ai montrées au début, eh ben voilà, ce sont des réactions qui vont justement dans ce sens pour aller dans un ordre de choses meilleur. Où on dit stop, il faut qu'on s'arrête, on peut pas continuer comme ça. On est en train de détruire la nature, on est en train de gaspiller des choses, on est en train de se porter préjudice à notre propre santé. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on arrive à un ordre de choses meilleur. Voilà. Et donc, le fait d'avoir ces fléaux destructeurs permet d'accélérer cette évolution. Donc, pour réaliser en quelques années ce qui eût exigé bien des siècles, parce que si rien n'arrive, le petit train-train continue, les consciences ne s'éveillent pas et ça peut prendre du temps. Voyez. Donc là, on voit donc, vous voyez, une réponse très très claire qui nous donne déjà pas mal de recul par rapport à ce virus. Alors, il continue un peu plus loin. Les fléaux destructeurs ne seraient-ils pas également pour l'homme des épreuves morales qui le mettent aux prises avec les plus dures nécessités? Réponse. Les fléaux sont des épreuves qui fournissent à l'homme l'occasion d'exercer son intelligence, de montrer sa patience et sa résignation à la volonté de Dieu, et le mettent à même de développer ses sentiments d'abnégation, de désintéressement et d'amour du prochain, s'il n'est pas dominé par l'égoïsme. Exercer son intelligence, oui. Les tremblements de terre, on sait maintenant construire des immeubles qui ne tombent pas, qui résistent. Le Covid, il y a des recherches qui se font partout pour essayer de comprendre ce qui se passe, comment on peut prévenir, comment on peut vacciner, comment on peut guérir. Donc c'est vraiment un stimulant. Il y a beaucoup de recherches qui se font grâce à cette épreuve collective. La patience et la résignation à la volonté de Dieu, on était tous confinés là pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La patience et la résignation sont quand même encore les meilleures réactions. Et encore, on a de la chance puisqu'on a aujourd'hui des ressources et des moyens qui nous permettent, comme vous voyez là, donc d'avoir des conférences en direct, de pouvoir se parler, de pouvoir se réunir virtuellement. Imaginez si c'était arrivé il y a encore quelques décennies, quand on n'avait que le téléphone, ça aurait été beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous chez nous. On arrive à donner des conférences sans se déplacer, passer en quelques minutes d'un continent à l'autre. Voilà. Donc, il y a encore une fois, là, c'est cette intelligence, la patience et la résignation. On dit, le temps n'est pas complètement perdu. Au contraire, on peut le mettre à profit pour déployer justement ces sentiments et de désintéressement et d'amour du prochain. Et derrière, il dit, s'il n'est pas dominé par l'égoïsme. Donc, c'est là où ça nous ramène aussi vers les réactions négatives qu'on a vues au début. C'est sûr que les gens qui remplissent leur caddie et puis les gens qui viennent après qui n'ont plus rien, on peut quand même appeler ça, alors c'est une peur, c'est l'instinct de survie, mais à la fin en fin de compte, c'est une réaction d'égoïsme. L'égoïsme, c'est ce sentiment qui vient justement de cette loi de conservation, de la peur de ne pas en avoir assez pour soi, et où on finit par prendre des choses qui font défaut après aux autres. Voilà. Alors, il y a aussi un autre phénomène qui est bien expliqué par la philosophie spirit, c'est est-ce qu'on a la peur de l'amour. Beaucoup de gens ont peur de l'amour, pourquoi? Parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ou alors, est-ce que je vais être à gauche de Dieu, à droite de Dieu? Est-ce que je vais être en enfer? Est-ce que je vais être dans le purgatoire? Toutes ces notions un peu floues sur la mort ne rassurent pas. Et c'est ça qui donne cette peur de la mort. Et donc, pourtant, on a 100% de probabilité de mourir un jour. Tout le monde va y passer. On a aussi 100% de probabilité, le jour où on meurt, on n'emmènera rien de matériel, comme c'est bien illustré sur cette image. Tout, la voiture, l'argent, le compte en banque, la maison, même le corps physique reste ici sur Terre. L'esprit ne les emmène pas. Et ce que l'esprit emmène, en fait, ce sont les acquis intellectuels et moraux, et aussi la conscience, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Donc, vous voyez, là aussi, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, qui nous interpelle pour nous dire où sont les valeurs pérennes. Donc, ce sont ces valeurs, les acquis intellectuels et moraux, et puis avoir bonne conscience, par rapport à tout ce qui est matériel, qui en fait n'est que temporaire et que tôt ou tard, on va être obligé de le laisser ici. On va être obligé de s'en séparer. C'est uniquement quelque chose qui nous est emprunté, qui nous est prêté. Voilà. Alors, il y a aussi la question du matérialisme hein, qui est sérieusement ébranlée par la philosophie spirit. Et Kardec avait clairement demandé aussi de quelle manière le spiritisme peut-il contribuer au progrès. La réponse des esprits est claire, en détruisant le matérialisme qui est une des plaies de la société. Il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent. C'est nous qui construisons notre futur, hein, en fonction de ce que nous faisons aujourd'hui. En détruisant les préjugés des sectes, de castes et de couleurs, il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. Voilà. Et donc ça, c'est la question numéro 799. Donc vous avez là une idée du contenu de ces livres magnifiques et des ressources qu'ils peuvent apporter pour... alors je vais accélérer un peu. Vous voyez, la conséquence du matérialisme, c'est quoi? Si on pense qu'il n'y a rien au-delà de la mort, chacun pour soi pendant la vie, la charité, la fraternité, la morale, n'a aucune base, hein, aucune raison d'être. Pourquoi se gêner, se priver aujourd'hui quand demain peut-être nous ne serons plus? Et donc, la position matérialiste, elle, entraîne forcément, c'est un des plus grands stimulants de l'égoïsme, et l'égoïsme, c'est la source de la plupart des maux de l'humanité. Donc, les gens qui manquent du nécessaire, la corruption, enfin, vous pouvez citer beaucoup d'exemples qui sont la conséquence de l'égoïsme. Et l'égoïsme, il est favorisé par un point de vue, par une conception matérialiste. Et c'est pour ça que c'est cette conception matérialiste qu'il faut lutter contre elle, pas avec violence, mais avec des arguments, en présentant les phénomènes spiritualistes. Je vais vous donner quelques exemples un peu plus loin. Alors, je vais avancer un petit peu plus vite. Voilà, donc Léon Denis, qui est un autre auteur qui a suivi Kardec, parle aussi de ces questions de l'égoïsme et de l'orgueil, qui sont vraiment les plus grands freins à notre propre évolution. Et il faut vraiment qu'on y travaille pour remplacer l'égoïsme par de la charité et qu'on remplace l'orgueil par de l'humilité. Et c'est ça qui nous fera évoluer. Et quand beaucoup de personnes évolueront comme nous, ben les sociétés évolueront et le monde deviendra un monde meilleur. Voilà. L'homme s'ignore encore lui-même. Voilà. La science a progressé énormément, mais on ne sait pas encore ce que c'est que la vie, on ne sait pas encore ce que c'est que la mort. Il n'y a pas cette conception spiritualiste, ce paradigme spiritualiste dans la science pour l'instant. Alors, je vais parler aussi de la loi naturelle, les lois de la nature. Hein, on appelle ça aussi les lois divines, c'est la même chose, puisque tout ce qui existe dans l'univers a été créé par quelque chose qu'on appelle Dieu. Et donc, c'est cette loi naturelle qui est le référentiel pour le bonheur de l'homme. Hein. C'est la loi naturelle qui nous indique ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et nous ne sommes malheureux que lorsque nous nous écartons de cette loi naturelle. Question 614. Donc, vous voyez la question du bien et du mal selon le spiritisme. C'est pas le bien, c'est ce qu'il y a écrit dans le livre des esprits. Le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, tout ce qui est conforme à la loi de Dieu. Et le mal, tout ce qui s'en écarte. Ainsi, faire le bien, c'est se conformer à la loi de Dieu ou aux lois de la nature. Faire le mal, c'est enfreindre cette loi. Donc, vous voyez, le référentiel du bien et du mal, il n'est pas dans les écrits, il est dans l'harmonie avec les lois de la nature. Si on se tape avec un marteau sur le doigt, ben, il y a une réaction, il y a une cause qui produit un effet. Donc le doigt, il résiste pas à un tel choc, donc ça provoque un hématome, ça provoque des épanchements sanguins à l'intérieur du doigt, voire des choses encore pires, ça provoque des douleurs, etc. Donc ça vous donne un exemple de comment ça fonctionne. Et c'est ce qu'on appelle aussi la loi de cause à effet. Donc si on continue aussi, il y a le nécessaire et le superflu. Alors ça c'est aussi quelque chose qu'on a bien pu observer. En réfléchissant, on se disait punaise, mais on allait tant de fois par jour à tel endroit, on courait à droite, on courait à gauche, c'était toute cette activité un petit peu effrénée, puis qu'on a du coup du jour au lendemain plus pu faire. Et
bon, alors ça, il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué, évidemment, mais après, il y a aussi beaucoup de choses où on s'est dit, bon, ben finalement, c'est pas aussi nécessaire que ça, on peut s'en passer assez facilement. Et donc, Kardec avait demandé, le bonheur terrestre est relatif à la position de chacun. Ce qui suffit au bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Hein, il y en a qui sont jamais satisfaits, alors que d'autres qui se satisfont de pratiquement rien. Y a-t-il cependant une mesure de bonheur commune à tous les hommes? Et les esprits ont répondu, pour la vie naturelle, matérielle, c'est la position du nécessaire. Pour la vie morale, c'est la bonne conscience et la foi en l'avenir. Et là, vous avez une image qui montre que il y a vraiment dans le monde des gens qui se satisfont de très très peu de choses et qui montrent qui sont heureux avec très très peu de choses, alors que nous, on en demande toujours plus. Et là aussi, le fait, ce confinement nous a permis de réfléchir à ces questions-là et de voir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui est superflu. Je continue. Donc, il y a la loi de société et l'isolement. Évidemment, ça nous a bloqué au niveau de la société. Alors, la loi de société, la question 768, dans un commentaire, Kardec nous dit l'homme, nul homme n'a des facultés complètes. Par l'union sociale, ils se complètent les uns par les autres, pour assurer leur bien-être et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. Et on peut le voir, regardez de combien de personnes on dépend pour des services essentiels, pour apprendre, pour pouvoir réaliser des choses qu'on ne peut pas réaliser seul, pour progresser. Donc cette loi de société, elle est nécessaire. Alors vous voyez là, ça a été bloqué physiquement, mais on a quand même, grâce à ces ressources d'Internet et qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, on arrive quand même à contourner l'isolement et à continuer à avoir des relations sociales par des réunions, des échanges, des cours, des conférences, etc. Donc, de ce côté-là, le Covid, il est arrivé suffisamment tard pour que la technologie soit prête à ce genre de ressources. Par contre, il y a aussi les liens de famille. Alors là, il y a eu, alors autant les familles qui étaient réunies et confinées ensemble, ça allait, mais il y a beaucoup des fois de cas, notamment des personnes âgées qui habitent loin de leurs enfants, et donc les visites qui n'ont plus pu se réaliser. Il y a aussi eu les questions de garde des enfants, donc qui ont été prises en compte très très tôt dans les mesures de confinement, justement parce que là aussi, ce sont des choses qui sont nécessaires, qu'on peut pas couper complètement, voyez. Et donc, ces liens sociaux, les liens de famille et ces liens, comment dire, d'entraide et de collaboration, hein, c'est aussi une loi voulue par Dieu qui font que pour que les hommes apprennent ainsi à s'aimer comme des frères. Parce que nous sommes tous plus ou moins interdépendants. Personne n'est vraiment complètement indépendant de quoi que ce soit. Voilà. Alors, je continue. Loi de liberté qui a aussi été réduite. La liberté dans les rapports humains, elle est toujours relative. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a deux hommes ensemble, il y a des droits respectés et donc par conséquent, on n'a pas de liberté absolue. Et là, il y a un exemple, des réactions, j'en ai pas parlé au début. On voit des gens qui disent, moi, je ne veux pas porter de masque, je ne porterai pas de masque. Alors, c'est là aussi, d'après la loi de liberté, quelque chose que chacun a le droit de faire. Par contre, si le fait de ne pas porter de masque peut contaminer quelqu'un d'autre et faire que cette autre personne puisse même tomber gravement malade et en mourir, là, on prend une liberté qui empiète sur celle du prochain. On dit toujours, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle du prochain. Et ça aussi, ce sont des réflexions qu'il faut avoir dans ces moments de pandémie, pour se dire, bon, c'est pour aider le personnel soignant, comme on l'a vu au départ, c'est pour éviter de contaminer des personnes qui peuvent en mourir. Voilà, nos libertés ne sont pas absolues. Et si on veut que nos libertés à nous soient respectées, il faut qu'on respecte celles des autres. Et c'est en cela donc que ça nous permet aussi de réfléchir à ces questions, à cette loi de liberté. Et Léon Denis, il ajoute, sans la discipline morale, les libertés publiques ne sont qu'un leurre. Effectivement, comment est-ce qu'on peut se sentir libre si on est entouré de gens qui manquent du nécessaire et qui vont forcément, par besoin, convoiter ce qu'on obtient, vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait une discipline morale, il faut qu'il y ait de l'équité, il faut qu'il y ait un minimum de partage, il faut que chacun ait le nécessaire
et c'est seulement dans ces conditions-là que la liberté ira en augmentant. Le libre arbitre, ça c'est quelque chose qui reste toujours. C'est pour ça que les opinions s'expriment, contradictoires, extrémistes, et comme on peut le voir. Voilà. Alors je continue maintenant pour voir la suite. Évolution vers un monde meilleur. Kardec parle beaucoup dans ses livres de la transition. Et c'est dans la Genèse, le dernier livre qu'il a écrit, dans le dernier chapitre, le 18, les temps sont arrivés, où il nous dit « L'humanité a accompli jusqu'à ce jour d'incontestables progrès. Les hommes, par leur intelligence, sont arrivés à des résultats qu'ils n'avaient jamais atteints sous le rapport des sciences, des arts ou du bien-être matériel. Il leur reste encore un immense progrès à réaliser, c'est de faire régner entre eux la charité, la fraternité et la solidarité pour assurer le bien-être moral. » Donc, vous voyez, ça a été écrit il y a 150 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? À l'époque, il y avait les premiers trains et tout, c'était formidable. Le pneu n'existait pas, le caoutchouc, on était encore vraiment. Et pourtant, il y avait déjà ce grand progrès au niveau de la science. Imaginez aujourd'hui, on a progressé encore beaucoup plus. Par contre, faire régner entre les hommes la charité, la fraternité et la solidarité, on a, je pense aussi, avancé pas mal depuis 150 ans, mais là, par contre, il y a encore pas mal de choses à faire. Et c'est ça qui nous manque dans cette transition. Cette transition qui est en cours, c'est justement de faire progresser l'humanité, pas seulement intellectuelle, mais aussi moralement. Et que donc l'égoïsme et l'orgueil soient transformés en charité et en humilité. Et c'est des choses qui sont de plus en plus reconnues aujourd'hui. On sent que cette vague arrive, qu'elle est inévitable, et c'est pour ça qu'en ce moment il y a des crises. C'est pour ça qu'en ce moment il y a des opinions extrêmes qui s'opposent, qui se battent. Voyez. Ce n'est plus seulement de développement de l'intelligence qu'il faut aux hommes, c'est l'élévation du sentiment. Et pour cela, il faut détruire tout ce qui pouvait surexciter en eux l'égoïsme et l'orgueil. Vous voyez, je vous ai dit que c'était les deux principales plaies de l'humanité, et puis on le voit vraiment répéter, ça revient tout au long de la philosophie spirite. La fraternité doit être la pierre angulaire du nouvel ordre social, mais il n'y a pas de fraternité réelle, solide et effective si elle n'est pas appuyée sur une base inébranlable. Et cette base, c'est la foi. La foi dans les principes fondamentaux que tout le monde peut accepter. Dieu, l'âme, l'avenir, le progrès individuel indéfini, la perpétuité des rapports entre les êtres. Et on parle ici d'une foi raisonnée, on ne parle pas d'une foi aveugle. Encore une fois, c'est des enseignements qui sont proposés. Chacun a les ressources, les a à disposition pour pouvoir les comprendre librement, les analyser, poser des questions et tout. Et une fois qu'on a compris quelque chose, une fois qu'on a compris la réincarnation, c'est plus une question de foi. Si vous me demandez est-ce que je crois en la réincarnation, je dis c'est pas une question de croyance, j'en suis sûr. Une fois qu'on a étudié la question, qu'on a vu toute la phénoménologie liée à ça, qu'on a vu tous les arguments philosophiques, qu'on a vu aussi qu'une grande partie des religions traditionnelles dans le monde enseignent cela, et que même au début du christianisme, c'était aussi enseigné, on se dit, mais comment ça se fait qu'on en est sorti? Et quand on regarde historiquement comment la réincarnation a été écartée, notamment des croyances chrétiennes, aujourd'hui, il n'y a pas de quoi être fier. Et c'est là où on se rend compte que vous voyez, de tout ce que cette loi de la réincarnation apporte. Et donc, c'est quelque chose qui a été compris. Donc, vous voyez, c'est pas une foi aveugle qui peut donner d'ailleurs des réactions fanatiques, c'est une foi raisonnée qui est basée sur le raisonnement, des choses qu'on a compris. On y croit parce qu'on a compris. Pour que les hommes soient heureux sur la terre, il faut qu'elle soit peuplée de bons esprits incarnés et désincarnés qui ne voudront que le bien. Ce temps étant arrivé, une grande émigration s'accomplit en ce moment parmi ceux qui l'habitent. Ceux qui font le mal pour le mal et que le sentiment du bien ne touche pas en seront exclus parce qu'ils seraient un obstacle au progrès. Donc le spiritisme enseigne aussi la pluralité des mondes habités. Vous avez des mondes qui sont plus évolués que la Terre, d'autres qui sont moins évolués que la Terre. Aujourd'hui, avec les découvertes des exoplanètes, on se rend compte de plus en plus que la probabilité qu'il y ait plusieurs mondes habités, même une infinité, elle est très très grande. Donc la science aussi y arrive. Et là, on voit que chaque esprit se réincarne dans un monde qui est en harmonie avec son degré d'évolution. Et comme la Terre évolue,
vous avez des personnes qui refusent par leur libre arbitre cette évolution et donc qui vont quelque part décrocher par rapport à la Terre, vous voyez, qui ne pourront plus se réincarner ici et qui iront se réincarner sur une planète qui est comme était la Terre il y a quelques milliers ou peut-être une dizaine de milliers d'années. Et c'est ça, ce genre de transmigration qu'on peut reconnaître dans les pyramides, les Atlantes, toutes ces civilisations anciennes. Ben, ce sont des esprits qui sont venus d'une planète plus évoluée vers la Terre, ben, se réincarner parmi l'homme des cavernes à l'époque, pour apporter la culture, la science, les arts, etc. Et aujourd'hui, il y a une transmigration similaire qui est en train de se produire sur la Terre. Beaucoup de courants spiritualistes parlent de ça et le spiritisme le confirme. Donc, ces esprits qui ne pourront se réincarneront plus sur la Terre seront remplacés par des esprits meilleurs qui feront justement, qui accéléreront ce mouvement pour faire régner la justice, la paix et la fraternité. Et là, en ce moment, on est en plein dans la transition. Les éléments des deux générations se confondent et c'est ça qui nous donne ces crises. Et on est en train d'assister au départ de l'une et à l'arrivée de l'autre. Voilà. La nouvelle génération qui doit fonder l'ère du progrès se distingue par une intelligence et une raison généralement précoces, les enfants indigos, toutes ces questions dont on entend parler partout, jointes au sentiment inné du bien et des croyances spiritualistes, qui est un signe indubitable d'un certain degré d'avancement antérieur. Et à l'inverse, les esprits arriérés, ce qui les distingue, c'est la révolte contre Dieu, le refus de reconnaître aucune puissance supérieure à l'humanité, donc vous voyez l'orgueil, puis la propension instinctive aux passions dégradantes, aux sentiments antifraternels, l'égoïsme, l'orgueil et l'attachement pour tout ce qui est matériel. Voilà. Vers un monde meilleur, alors question 932, j'aime bien cette question, pourquoi dans le monde les méchants l'emportent-ils si souvent en influence sur les bons? C'était le cas il y a 160 ans quand il a écrit le livre, c'est toujours encore le cas aujourd'hui, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est toujours les méchants qui gouvernent? Et la réponse des esprits est très intéressante et motivante. C'est par la faiblesse des bons. Les méchants sont intrigants et audacieux, les bons sont timides. Quand ceux-ci le voudront, ils prendront le dessus. Voilà. Donc, j'ajouterais juste, mais il n'y a qu'à vouloir, allons-y. Et donc, Einstein pressentait déjà ça en disant, le monde est un endroit redoutable, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient ce mal et ne font rien pour l'empêcher. Donc là aussi, il faut élever nos voix. Quand on voit quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, il faut le signaler. Voilà. Alors, je continue. Au XXIe siècle, aujourd'hui, alors ça a commencé un peu avant, c'est les expériences de mort imminente. Donc là, je vous montre le livre de Pim van Lommel. Donc, les expériences de mort imminente, c'est les meilleures preuves du spiritualisme. Donc, c'est pour nous, les spirites, c'est vraiment une bénédiction que ces phénomènes-là soient arrivés, parce que le corps, il est complètement arrêté et pourtant, la personne, après, pendant cette période de temps, a eu des expériences extraordinaires qui ne peuvent pas s'expliquer par le corps. Donc, ça peut s'expliquer que par l'esprit. Et Pim van Lommel le dit clairement, notre conscience survit à la mort du corps physique. Et un autre, Eben Alexander, lui aussi, il est catégorique, un neurochirurgien qui avait son cerveau complètement inopérant et aussi ses expériences, il dit clairement, la conscience ne peut pas être le produit du cerveau. Donc, vous voyez, le spiritualisme arrive vraiment à grands pas maintenant. Donc, je vous invite aussi à regarder Philippe Guillemont. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est quand même un physicien qui va très très loin dans les théories de l'univers bloc, non-localité, synchronicité, influence du futur, toute une révision du concept d'espace-temps. Et donc, dans la vidéo que vous voyez là, rêver un nouveau futur pour le monde après 2020 et après le virus, c'est très très intéressant de l'écouter. Donc, il dit que le futur est déjà défini, mais qu'on peut quand même l'influencer et que donc ce Covid, c'était justement pour casser ce futur qui était celui de la destruction, celui de ce matérialisme effréné, donc qui vient nous heurter pour dire il faut arrêter ça, il faut réfléchir et passer à autre chose. Je vous invite à écouter la vidéo, elle n'est pas très très longue et vous verrez comment maintenant un scientifique de ce calibre arrive à des affirmations qui sont spiritualistes. Il y a aussi ce manifeste pour une science post-matérialiste. Alors, vous avez le site internet, openscience.org. Vous cherchez sur internet, vous le trouverez facilement. Et donc là aussi, il y a des centaines de scientifiques qui ont signé
se manifestent et qui disent que le matérialisme, qui est le paradigme de la science, c'est un dogme. Personne n'a jamais prouvé que l'esprit n'existe pas. Et que donc, ils disent, ça retarde le progrès scientifique. Et ils disent clairement, vous voyez, l'esprit représente un aspect de la réalité tout aussi primordial que le monde physique, qu'il existe une interconnexion profonde entre l'esprit et le monde physique, et que l'esprit influence le monde physique. Je passe un peu plus rapidement, mais vous pourrez le lire plus tard. Donc, il parle des EMI comme étant un des phénomènes justement qui nous poussent à penser que l'esprit existe indépendamment du corps et de la matière. Et il conclut en disant, enfin, les scientifiques ne devraient pas craindre d'étudier la spiritualité et les expériences spirituelles, car elles constituent un aspect central de l'existence humaine. Un hommage aussi à Dr Marlène Nobré, l'association des médecins spirites, qui depuis plusieurs décennies maintenant luttent. Ils sont venus chaque année en Europe donner des conférences pour encourager ce paradigme spiritualiste en montrant maintenant des résultats des études scientifiques qui montrent que l'influence positive, par exemple, des prières, le coping des personnes en fonction de leurs croyances religieuses, enfin, toute une série de données qui montrent que l'homme est en fait un être bio-socio-psycho-spirituel. Et c'est donc la médecine qui doit considérer tous ces 4 aspects-là si elle veut vraiment progresser. Et d'ailleurs, Marlène Nobré nous avait fait un jour une conférence sur des virus en disant que la meilleure défense contre les virus, c'est encore la défense immunitaire, et que la défense immunitaire, elle dépend énormément de comment dire, de notre état mental. Une personne qui est optimiste, qui y croit, elle aura une défense immunitaire beaucoup plus forte qu'une personne qui a peur. Donc, vous voyez, c'est là aussi, ce sont des ressources qui aident énormément dans le cas présent. Alors, j'arrive tout doucement à la conclusion. Hein. Donc, Léon Denis qui nous dit « Élève donc ton regard, embrasse les vastes perspectives de ton avenir, puise dans ce spectacle l'énergie nécessaire pour affronter les vents, les orages du monde. Marche, vaillant lutteur, gravis la pente qui conduit à ces cimes qu'on appelle vertu, devoir, sacrifice. Ne t'arrête pas en chemin à cueillir des fleurettes du buisson, à jouer avec les cailloux dorés, en avant, toujours en avant. » Léon Denis était très fidèle à la philosophie spirit, et il avait en plus donc ce caractère poétique que vous pouvez voir dans cette belle citation. Alors il continue, réveillez-vous de votre lourd sommeil, déchirez le voile matériel qui vous enveloppe, apprenez à vous connaître, à connaître les puissances qui sont en vous et à les utiliser. Toutes les voix de la nature, toutes les voix de l'espace vous crient, levez-vous et marchez, hâtez-vous pour la conquête de vos destinées. Et donc, j'ai mis là ce mot changement. Effectivement, il faut qu'on profite de cet épisode pour changer. Pas faire de révolution, pas tout casser. Le changement se fait toujours progressivement, hein. Mais de se dire, il faut qu'on aille vers le mieux. Il faut qu'on sorte de cette torpeur matérialiste pour rentrer dans le paradigme spiritualiste qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin, d'avancer beaucoup plus fort, de voir vraiment que c'est dans notre intérêt de développer toutes ces vertus, hein, qui sont donc l'humilité et puis la charité. En insistant toujours sur cette foi raisonnée qu'a apporté Kardec, là aussi c'est une des révolutions apportées par le livre des esprits. Et donc dans le 3e livre qu'il a écrit, il a mis sur la couverture cette phrase, qu'il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder face à face la raison à tous les âges de l'humanité. Et donc, cette foi raisonnée doit remplacer petit à petit la foi aveugle qui, malheureusement, laisse la place à beaucoup de dérapages, de fanatisme, comme on a encore pu le voir ces dernières années. Hein. Et ce temps-là est révolu. Beaucoup de gens ne croient plus ce qu'on leur dit tout simplement si on leur explique pas. Beaucoup de gens, et c'est très bien, veulent qu'on leur explique le pourquoi des choses. Et c'est vraiment un grand plus que Kardec nous a apporté dans cette philosophie spirit. Et même une personne comme moi, bon, a priori ingénieur, on m'a déjà demandé comment ça se fait qu'un ingénieur croit en ces choses-là. Eh ben, c'est parce que voilà, il y a les éléments de compréhension qui sont là, la logique et tout. Et donc, c'est quelque chose qu'on accepte une fois qu'elle est passée au crible du bon sens et de la raison. Voilà. Et
autre caractéristique de Kardec, il a dit que je vais prendre une devise du spiritisme, c'est ce que je vous montre maintenant. La devise du spiritisme, c'est hors la charité, point de salut. Il n'y a pas d'autre but dans le spiritisme que d'aider son prochain, que de servir, d'essayer de se rendre utile partout où c'est possible. Voilà. Et donc la charité en plus, avec le désintéressement personnel et financier qui sont caractéristiques du spiritisme. Alors je vous remercie pour votre attention et votre temps. Je pense que l'heure elle est légèrement passée. Et donc voilà, je fais appel de nouveau à Romain, hein, donc qui fait partie aussi du bureau de la Fédération Spirit française et qui donc a dû préparer, m'aider à voir toutes les questions que vous avez pu poser en ligne. Merci infiniment pour votre attention et voilà, donc Romain, je te rends la parole. Charles. Donc effectivement, nous avons reçu quelques questions sur la page de la Fédération Spirit française notamment. Il y a une question portée par Fabio, une question de Bruxelles. Quand les personnes meurent d'un fléau, comme par exemple le Covid-19, où est la justice divine? Est-ce une conséquence de ces actes passés de cette vie ou des vies précédentes? Alors, déjà pour répondre à cette question, en fait, j'y avais partiellement répondu dans l'exposé. La mort, c'est pas la fin de tout. Hein. Nous, on voit la mort comme quelque chose de triste, de négatif. Quand on fait, comme on dit, des têtes d'enterrement, on pleure, on est triste, mais la mort, en fait, c'est l'esprit qui se libère de son corps physique. Je reviens à l'exemple de ma mère. Ma mère, bon, on ne sait pas si elle est morte du Covid, mais enfin, elle est morte de détresse respiratoire et de fièvre, donc elle avait tous les symptômes. Hein. C'était début mars, il n'y avait pas encore de théorie ni rien. Mais bon, elle avait Alzheimer, elle était devenue complètement dépendante, et pourtant elle a passé 4-5 années comme ça, à passer ça, à supporter ça patiemment avec la résignation. Et là, ben, elle est décédée. Donc, c'est sûr, perdre une maman, c'est dur. Hein. Je pense que tous ceux qui passent par là, qui sont déjà passés par là, le savent. Et même pour moi, Spirit, qui comprend que ben, elle était enfermée dans un corps qui lui permettait plus de s'exprimer, en fait, elle a été libérée. Donc, vous voyez, la justice divine, elle est quelque part là. La personne a été libérée. Mourir, c'est pas quelque chose d'injuste. Au contraire, ça nous donne une occasion. L'esprit se libère du corps, peut se réincarner quand il le souhaite. Hein, ça se programme suivant son libre arbitre. Et donc, la mort, on le voit un peu comme le fléau, comme quelque chose d'injuste, parce qu'on voit le préjudice que ça nous cause. J'ai plus ma maman, je peux plus aller la voir, je peux plus aller l'embrasser, je peux plus aller la toucher. Donc, si je me focalise que là-dessus, hein, je peux me révolter et puis penser que tout ça c'est injuste. Mais quand je réfléchis d'un point de vue spiritualiste, que son âme qui était enfermée dans ce corps, elle arrivait plus à s'exprimer, elle nous reconnaissait encore, mais vous voyez, c'est plus une vie. Et là, je le vois plus comme une libération. Donc, c'est quelque chose qui aide énormément. Et les personnes qui meurent du Covid, quel que soit le motif de la mort, on peut utiliser ce même raisonnement. C'est parce que c'était prévu quelque part, c'était leur plan de vie de se désincarner de la sorte. Voilà. Et donc, une pandémie comme le Covid ou un tremblement de terre, on peut poser la même question pour un tremblement de terre ou le tsunami qu'il y a eu en Asie il y a quelques années. Ben, les personnes qui étaient là-bas, elles n'étaient pas là-bas par hasard. C'est parce qu'elles avaient, fait leur plan de vie avant de se réincarner pour prévoir de retourner comme ça. Voilà. Et c'est donc avec ça, avec la loi de la réincarnation, qu'on arrive à concilier ces choses qui sont apparemment contradictoires avec cette justice de Dieu. On arrive à les remettre, à y retrouver, au contraire, cette infinie justice et miséricorde de Dieu. Merci Charles. Ça m'amène à une question que je voudrais en profiter pour te poser. C'est qu'en tant que spirit, on sait que le moment et le type de notre mort est prévu avant même notre naissance, dans le cadre de notre programme d'incarnation. Et la question que je voudrais poser, c'est doit-on penser que dans ce cas, il ne sert à rien de vouloir protéger les autres ou se protéger par rapport à la transmission de la maladie?
Qu'en est-il de notre libre arbitre à ce niveau-là? Alors, c'est effectivement aussi une bonne question. On prévoit les grandes étapes de notre incarnation avant de se réincarner, d'accord? Et ces grandes étapes, notamment l'instant de la mort, on le prévoit en fonction d'un certain nombre de critères, parce qu'on pense que mourir à ce stade de la vie, de ce programme de vie, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est parce qu'on aura eu le temps de réaliser quelque chose et que pour réaliser la suite, il faudra qu'on se réincarne dans des circonstances différentes. Donc ça fait partie du plan de vie. Donc ce plan de vie, et ça rejoint un petit peu la théorie de Guillemot, qui dit que le futur existe déjà, mais pas de façon absolue, puisque lui, il croit en ce libre arbitre, comme les spirites croient en ce libre arbitre. En fonction de ce qu'on fait pendant la vie, ce programme, il peut changer. Par exemple, je parle de la situation un peu difficile, des morts anticipées, par le suicide notamment. Le suicide, c'est pas quelque chose de prédéterminé. Le suicide, c'est quelque chose qui se commet en fonction du libre arbitre face à des difficultés très très grandes, quand l'esprit vraiment n'en peut plus, ou aujourd'hui, je dirais même pour un oui ou pour un non, on menace de se suicider. Je vais peut-être un peu loin parce que il y a quand même des cas qui sont vraiment très sérieux et très graves. Le libre arbitre, il sera toujours là. C'est-à-dire, on n'est pas condamné à se suicider. Si on se suicide, c'est en vertu de notre libre arbitre. Et c'était pas prévu au départ. Il y avait certainement une probabilité élevée que dans certains moments difficiles, ce risque existe, mais il n'est pas prédéterminé de façon absolue. Oui. Et donc c'est en ça que même le fait de choisir les étapes principales de notre vie, le moment par exemple et les circonstances de la mort, c'est quelque chose qu'on a choisi nous. Donc c'est notre choix. Et ça se réalise comme ça parce qu'on l'a demandé, parce qu'on l'a voulu, parce que c'est utile à notre évolution. Des enfants qui meurent en bas âge, par exemple, souvent ce sont des nécessités peut-être de vie précédentes qui ont été interrompues un peu tôt. Ça peut être une des explications. Ou les autres explications, enfin il peut y en avoir plusieurs, donc qui font que il y a des enfants qui choisissent de mourir en bas âge, d'avoir des existences courtes. Cela dit, il y a aussi d'autres exemples, et puis c'est Divaldo Franco qui dit ça beaucoup dans ses conférences, que lui, il avait prévu, il aurait déjà dû partir, mais que quelque part, comme il a fait un bon travail qui pouvait continuer dans de bonnes conditions, de faire son travail de divulgation, de conférence, d'assistance sociale dans son institution à Salvador, lui, il affirme qu'il a eu un sursis. Donc, qu'on lui a redonné. Donc, il n'y a rien qui est vraiment prédéfini, gravé dans le marbre. Il y a quand même une certaine liberté, une certaine flexibilité. Mais encore une fois, il faut dédramatiser la mort. La mort, c'est juste une transformation, c'est pas la fin de tout. Et donc, ça donne une force encore plus importante à la volonté. C'est la volonté qui fait tout. C'est notre libre arbitre, ce qu'on veut faire. La personne qui veut rien faire, elle restera stationnaire, elle évoluera pas. Jusqu'au jour, et ça peut durer des siècles, jusqu'au jour où elle se décide, qu'elle réveille sa volonté, comme l'a bien exprimé Léon Denis dans les deux passages que j'ai cités en conclusion. Quand le jour où elle voudra, là, hop, elle commencera à évoluer beaucoup plus vite d'ailleurs qu'elle ne le pense. Voilà. Donc la volonté a vraiment un rôle fondamental dans nos vies. Et donc, le fait de dire, bon, de toute façon, je vais mourir, donc ça sert à rien de me protéger, non. Parce que, l'inadvertance, il y a quand même ces lois de conservation, cet instinct qui nous pousse à préserver notre corps et à éviter de faire les choses justement en disharmonie avec les lois de la nature. On peut parler de certains autres problèmes comme les drogues, licites ou illicites, comme l'alcool et autres, qui ont un effet certain et démontré scientifiquement maintenant que ça nous raccourcit la vie. Donc, quelque part, on peut dire c'est une forme de suicide lent. Et quand l'esprit se désincarne, il se retrouve dans l'au-delà avant le terme qui était prévu initialement. Donc tout ça se fait en vertu de notre libre arbitre. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Je t'en prie. Nous avons une autre question d'Émilie qui nous dit « Cette crise liée au Covid est venue après celle des migrations de population.
L'homme ne semble réagir uniquement que quand il est touché, ou du moins quand il a peur d'être touché. Pourquoi un élan de solidarité n'a-t-il pas été constaté envers les migrants? Alors, c'est effectivement une très bonne question, hein. Et ce problème des migrants, vous voyez, ce sont des gens qui sont dans leur pays, qui est en guerre, des guerres malheureuses, hein, qui viennent à la fois d'un fanatisme religieux peut-être, mais les questions sont probablement liées toujours à la corruption et à l'orgueil, comme on le dit, hein, la volonté de domination, les luttes de pouvoir et tout ça, qui font énormément de victimes au sein des populations. Et donc, ces migrants, ben, ils ont plus de toit, ils ont plus d'école, ils ont plus de leur lieu de travail, ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il y a la solidarité internationale ou alors le fait d'essayer de partir et d'aller vers quelque part où ils peuvent trouver un peu plus de paix et de sérénité. Donc, c'est quelque chose qui a été, euh, ça fait aussi partie de ces épreuves collectives, hein, qui ont été mal comprises, hein. La solidarité ne s'est pas mise en place comme elle aurait dû. Et là, la crise du Covid, elle est venue après celle des migrations. Je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose de calculé, entre guillemets, là-dedans. Ce sont quand même des choses de nature différente. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le lien, c'est il y a des pays qui sont pas forcément ceux qui ont été l'objet de cette grande migration, mais des pays dans lesquels règne par exemple la faim, hein, où vous avez dans le monde aujourd'hui 125 millions de personnes qui sont sous-alimentées, qui n'ont pas assez d'aliments, et la crise du Covid, elle risque d'augmenter ce nombre, hein. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais, faut pas confiner parce que euh, sinon il va y avoir 125 millions de personnes en plus qui vont souffrir de la faim. Mais moi je leur réponds toujours, j'ai dit stop, attendez, 125 millions avant le confinement, ça en fait déjà 125 millions de trop. Si aujourd'hui on partirait avec un peu plus donc de charité, si on arrivait à se satisfaire du nécessaire, hein, du superflu de la table de beaucoup de personnes, on pourrait donner le nécessaire à beaucoup d'autres. Donc ça c'est aussi une question de volonté, qu'on se réveille à ce sujet-là, qu'on soit plus altruiste, plus fraternel vis-à-vis de ces personnes. Il faut pas oublier que il y a un siècle à peine ou un peu plus d'un siècle, c'est les Européens qui migraient vers les Amériques pour les mêmes raisons, donc qui ont été très bien accueillis là-bas. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui nous on ne devrait pas aussi accueillir ces personnes, les aider, évidemment faire aussi tout ce qu'il faut pour que les conflits dans leur pays cessent. Un des effets positifs du Covid, c'est qu'il y a quand même eu pas mal de cessez-le-feu dans quelques-uns de ces pays, hein, donc il y a eu quelques effets positifs. Mais là, c'est cette évolution morale qui vraiment doit se faire. Et ce scandale, hein, Jésus il parlait de scandale, hein, il faut que le scandale arrive pour éveiller les consciences, hein. C'est quand on a vu cet enfant mort sur une plage de l'île de Samos en Grèce que beaucoup de gens se sont dit mais attendez, stop, faut arrêter ça, hein, et qu'il y a des grands élans de solidarité qui se sont mis en place. Ça n'a pas complètement arrêté le problème, mais les gens se sont quand même éveillés. Et puis il y a eu ce momentum politique qui consistait à dire attendez, stop, même au niveau politique, il faut faire quelque chose maintenant. Et ce Covid, ben, c'est un peu pareil. Donc, tout ça, ce sont, si vous voulez, c'est des crises, des coups de boutoir qui se font, hein, ces épreuves collectives, pour qu'on se réveille, pour qu'on dise, il faut arrêter ça, il faut qu'on cesse avec ces injustices. C'est pas possible que dans le monde d'aujourd'hui, il y ait encore des gens qui n'aient pas le nécessaire de manger, qui aient des mères qui n'aient pas de quoi donner à manger à leurs enfants. Il faut vraiment qu'on se révolte contre ces choses, bien sûr pas avec de la violence, mais avec force d'argument, hein, en utilisant tous les moyens pacifiques en notre pouvoir pour éveiller les consciences et faire comprendre, faire pression sur les gouvernements pour dire il faut que ça s'arrête. Voilà. Alors la peur d'être touché, bon, j'avais parlé des sans-abri, hein. C'est vrai que la question des migrants pendant le Covid, je l'ai pas évoqué, mais bon, il y a eu pas mal de problèmes à Calais, hein, comme vous le savez.
Mais il y a eu quand même des mesures qui ont été prises justement pour aider aussi bien au niveau de personnel médical que de diverses associations qui se sont d'ailleurs jamais arrêtées. Hein. Les associations caritatives ont pu continuer à travailler, à faire leur travail associatif, même tout au début dans les phases les plus strictes du confinement, justement pour pas laisser les sans-abri ou les migrants livrés à eux-mêmes. Hein. Donc, cette solidarité, c'est quand même maintenue, mais encore une fois, il faut vraiment prendre le mal à sa racine, hein, arrêter avec cet égoïsme et faire de sorte que chacun ait le minimum nécessaire. Merci Charles. Une autre question de Philippe sur la page Facebook de la Fédération qui touche à la problématique du libre arbitre dont tu as parlé un petit peu avant. Une personne qui se suicide par suite de harcèlement moral soit à l'école ou au travail, est-ce que c'est pas un meurtre de harceleur? Alors, effectivement, il y a des suicides quand une personne est sous pression. Une personne qui induit une autre suicide, elle porte une responsabilité énorme. Hein. Pousser quelqu'un au bout par le harcèlement moral, par le bullying. Hein, il y a des enfants qui sont comment dire harcelés dans les écoles et des très jeunes, hein, des adolescents qui se suicident à cause de ça. Eh ben ceux qui commettent ce genre de pression portent un énorme degré de responsabilité vis-à-vis de la conséquence vis-à-vis de la personne harcelée d'en arriver à un acte aussi désespéré. Donc, leur responsabilité, effectivement, alors parler de meurtre, ça va peut-être un peu loin, mais en tout cas, elles échapperont pas à la conscience le jour où elles retourneront dans l'au-delà. C'est quelque chose qui va revenir. Cette responsabilité reste. Hein. Et donc, oui, alors ça n'excuse pas complètement la personne qui se suicide parce que si elle subit ce genre de choses, alors on parle de harcèlement, de bullying, mais il y a plein d'autres circonstances qui peuvent mener des personnes malheureusement à se suicider. Ça ne les exempte pas de leur responsabilité à eux parce elles sont toujours restées libres de le faire ou de ne pas le faire au dernier moment. Voyez. Et donc, mais la personne qui vraiment qui pousse l'autre au suicide, oui, on peut peut-être pas parler de meurtre, mais en tout cas, la responsabilité, elle est énorme. C'est pareil dans d'autres questions comme l'euthanasie ou l'avortement ou des questions comme ça. Hein, ceux qui induisent les gens à faire ce genre de choses portent aussi un degré de responsabilité. La responsabilité, par exemple, pour un avortement, c'est pas que chez la femme, c'est aussi chez l'homme ou l'entourage ou les médecins ou tous ceux qui poussent dans ce sens. Voilà. Merci Charles. J'en profite justement pour rappeler que parmi les thématiques dont tu viens de parler, aux personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à proposer des thématiques qui pourront être reprises en conférence par la fédération. Je vais en profiter pour te poser une autre question, Charles, sur ce sujet. Le spiritisme nous apprend que nous sommes depuis un certain temps donc dans une période de transition et certains pensent que la pandémie de Covid-19 marque un tournant. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors ça, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Quand est-ce que ça a commencé? Combien de temps est-ce que ça va encore mettre? Alors, il y a eu certaines positions assez extrêmes à ce sujet, y compris d'ailleurs dans le mouvement spirit. Hein, il y a eu récemment donc des personnes qui ont attribué à Chico Xavier un certain nombre d'informations qui disaient que ce serait 50 ans après que l'homme ait posé le pied sur la Lune. Donc c'était en 1969, donc ils pensaient qu'il allait y avoir un changement en 2019 au mois de juillet. Alors c'est quelque chose qui est venu 5 ans avant, donc vers 2012-13, même un peu plus. Et je me suis assez vite élevé contre ça en disant, bah écoutez, non, ça c'est tout ce qui est donné des dates précises, c'est pas des informations fiables. Effectivement, ce fameux jour de juillet de 2019, c'était vraiment un jour comme un autre. Il y a eu un tout petit séisme en Grèce, mais il y a vraiment rien eu de spécial
qui marquait ça. Donc ça prouve que ce sont ces tendances millénaristes qui nous poursuivent depuis des siècles, hein, les questions de l'apocalypse, de la fin du monde, qu'on retrouve dans beaucoup de croyances spiritualistes aussi, des religions traditionnelles, mais qui n'ont pas de fondement. Les changements ne se feront pas de façon brutale. Comme le disait Kardec, donc je pense que j'ai dû le montrer dans un des transparents, c'est une révolution qui se produit dans les idées. Ça va pas être des cataclysmes physiques au niveau de la Terre, hein. Et cette révolution, c'est elle qui marque ce changement. Et le Covid, c'est juste un épisode de plus, parce que cette transition, elle a commencé certainement il y a déjà, je dirais, quelques siècles. Et on peut estimer qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la phase la plus vive, la plus active de cette transition. Mais je pense qu'elle arrivera à son terme que dans peut-être encore quelques décennies ou plus réalistement quelques siècles. Voilà. Donc on dit toujours ce sera plus pour nous dans cette incarnation, ce sera pour nous dans les suivantes, si tant est qu'on fasse le nécessaire pour rester ici, hein, parce qu'avec ces bons esprits qui arrivent et puis les autres qui s'en vont, ben, faut qu'on essaye de faire partie de ceux qui évoluent pour justement pouvoir rester ici. Voilà. Et c'est ça la vision positive, c'est ça l'encouragement pour dire, ok, travaillons à ce monde meilleur, contribuons-y, préparons le terrain à tous ces esprits qui arrivent, et donc de participer de façon active à cette grande transition qui se produit. Mais il faut surtout pas donner de date et dire que il y aura encore ce Covid, c'est le dernier. Non, parce que tout ce genre de précision, ce genre de choses, les esprits ne donnent jamais de date et de chiffres exacts. Ils donnent des grandes tendances pour l'avenir, mais jamais d'informations comme ça avec ce degré de précision. Donc, il faut toujours se défier de ce genre d'informations, notamment qui donnent des jours, des heures, des dates, parce que en général, ça n'a pas de fondement. Surtout que c'est lié, il me semble aussi, finalement, à notre libre arbitre, à tous, qui fait fluctuer aussi le temps que ça va mettre à changer, non? Exactement, exactement. C'est parce que notre libre arbitre, il est fondamental. C'est ce qui distingue l'être humain de l'animal, c'est que l'être humain a le libre arbitre. Il peut librement choisir entre le bien et le mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mal existe sur la terre, hein. C'est pour ça qu'il y a toutes ces guerres, qu'il y a tous ces fléaux, il y a toutes ces choses, c'est les migrations dont on a parlé il y a peu. Le mal sur la terre, il n'est pas créé par Dieu, il est créé par l'homme. Et c'est en vertu du libre arbitre. Parce que si on pouvait faire que le bien, on n'aurait pas le libre arbitre, hein. C'est une des conséquences. Et le monde futur, le monde de régénération vers lequel on va, c'est lorsque la majorité donc des habitants de la Terre feront le bien de façon spontanée, avec leur libre arbitre, avec leur volonté, de façon désintéressée, personnelle et puis même financière. Voilà. Le monde de demain, c'est ça. C'est utiliser son intelligence et sa volonté pour faire le bien. Voilà. Et ça mettra encore un peu de temps. Pour ça, je dis, des Covid, je pense qu'il y en aura d'autres, hein. Comme vous le savez, bon, je ne veux pas affoler les auditeurs, mais un virus, ça mute. Bon, là, il y en a un qui est là, mais très vite, il peut se transformer en d'autres virus. Et même le jour où on trouvera un remède, on parlait de la chloroquine, bon, je prononce un mot qui est un petit peu chaud en ce moment. C'était un médicament qui était utilisé pour lutter contre la fièvre jaune. Mais le virus de la fièvre jaune a muté et puis il ne fonctionne plus pour la fièvre jaune, ou il fonctionne plus aussi bien qu'avant. Et donc, il peut très bien se passer la même chose avec ce Covid. Il peut y avoir des mutations et de nouveaux défis donc qui seront à résoudre par les hommes. Tout à fait. Par les humains, pardon. Les hommes et les femmes. Voilà. Merci Charles. Donc, on n'a plus de questions pour l'instant. Ce que je peux dire aussi aux personnes qui nous regardent, c'est de ne pas hésiter, si vous voyez cette vidéo après coup, à poser vos questions en commentaire.
et on se fera un plaisir d'y répondre. Charles, je vais te laisser le mot de la fin en te remerciant. Alors, merci à toi, Romain. Merci aussi à Jean-Paul, qui est donc le président du mouvement Spirit francophone. Merci à Fabio, qui nous a bien aidé justement pour mettre en place toute la technique nécessaire pour ce genre d'événement, pour que ça se passe le mieux possible. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont écouté. Enfin, je dirais, c'est pas pour être écouté, mais c'est donc pour pouvoir bénéficier de toutes ces ressources que je ne fais que partager, hein, ça vient pas de moi, mais des ressources qui m'ont énormément aidé pour faire face à cet épisode, hein, pour rester calme et serein, et en espérant que ça puisse vous aider aussi à rester calme et serein devant cette épreuve et devant aussi les autres épreuves qui ne manqueront pas de se produire. Parce que là aussi, il faut qu'on remercie Dieu et puis tous ces bons esprits, tous ces guides spirituels qui sont toujours là à notre disposition pour nous aider dans notre parcours évolutif à surmonter toutes ces difficultés naturelles de la vie. Et ça dépend que de nous, encore une fois, d'élever nos pensées, hein, d'élever nos sentiments, de penser à eux de temps en temps, hein, voire de faire des prières pour nos guides spirituels, pour rester en syntonie avec eux et donc mieux pouvoir capter cette influence, leurs inspirations, et aussi avoir cette force et cette volonté de travail, de lutter pour le bien, pour notre propre amélioration, hein, notre évolution morale. Et c'est donc ainsi qu'on pourra donner l'exemple autour de nous, qui fera que d'autres personnes aussi évolueront et que ensuite, donc, que la Terre avancera plus vite, hein, grâce à tous ces efforts dans cette transition vers un monde meilleur. Voilà. Donc merci à tous, merci à toi Romain, et n'hésitez pas à nous envoyer le retour, hein, vos commentaires et puis aussi les suggestions pour la prochaine conférence qu'on organisera normalement dans un mois. Donc vous pourrez suivre ça sur le site de la Fédération Spirit française, du mouvement Spirit francophone, ou alors sur la chaîne YouTube Regard Spirit, ou sur le site Facebook de la Fédération Spirit française. Voilà, merci à tous, excellente soirée et puis à bientôt.